Super. Let's go. Parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans les lives, dans le live Partnership Way. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick. Euh, Bonjour Patrick. Bonjour Hippolyte et bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis super content. On va aborder un super sujet puisque Patrick va nous parler de son passé du coup chez Microsoft et Apple. Donc, la naissance du coup des modèles d'hyperscalers. Comment est-ce qu'il est passé des hyperscalers au monde de la startup scale-up, comment il a pu transposer ce qu'il a appris dans ce monde-là. Et, et il nous donnera du coup son retour d'expérience. Donc ça va être trop cool. Pour rappel, les live partnership way. Donc j'ai pour faire un petit point. Donc on a changé de marque. On est passé de partnership 0 to 1 à partnership way, comme vous avez pu le voir. L'idée, c'était partnership 0 to 1, c'est plutôt une connotation à parler du 0 à 1, alors que finalement, comme aujourd'hui, on aborde plutôt du 1 à 10 ou même voire du 10 à 100. C'est juste le petit point et on est trop content du coup de cette nouvelle marque. Et puis voilà. Pour rappel, du coup, on interroge ici donc dans les live partnership way tous les experts et expertes des partenariats qui viennent intervenir du coup sur des sujets assez précis. Et là, aujourd'hui, on va parler avec Patrick, du coup des hyperscalers. En termes de règles, n'hésitez pas. Nous, comment ça se passait? Je vais laisser après quelques minutes à Patrick pour s'introduire. On a préparé une discussion vraiment autour du sujet pendant à peu près 40 minutes. N'hésitez pas à poser directement vos questions. Vous avez une petite icône chat. N'hésitez pas à directement poser vos questions et on y répond à la fin. Voilà, c'était les petites règles. Maintenant, c'est parti. Patrick, je te laisse le micro pour nous parler un peu de toi. Super Hippolyte. Bah écoute, en tout cas, merci de m'avoir invité, de donner l'opportunité de pouvoir partager. Alors, je dirais que je peux pas refaire l'histoire de l'informatique, mais voilà, ça permettra de reposer un peu le cadre et le cadre un peu de ce que j'ai pu apprendre et comprendre, notamment chez les hyperscalers et comment depuis 2018, c'est quelque chose que j'essaie de m'attacher à adapter dans le monde des startups et plus précisément des scale-up. Alors, je voulais en profiter, Hippolyte, pour te remercier et te dire un grand merci d'avoir créé cette communauté de partnership managers. Pour moi, c'est une super initiative pour un métier qui est très exigeant. J'aurais adoré, qu'elle existe cette communauté quand j'ai commencé dans le métier, mais mieux vaut tard que jamais. C'est tu l'as démarré et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir, te discuter entre pairs. Alors, comme tu l'as dit, j'ai eu l'occasion et j'en profite pour saluer parce que j'ai vu que j'avais quelques ex-collègues, avec qui, j'avais partner in crime, avec lesquels j'avais travaillé. J'ai eu la chance en fait dès le premier job de commencer dans le monde du partenariat. Donc je salue d'ailleurs la personne qui m'a permis de pouvoir commencer dans ce métier-là, Pierre qui est connecté je crois. Et effectivement après, 2 ans dans une boîte française, j'ai rejoint, Microsoft où j'ai, passé une vingtaine d'années, de façon très régulière en alternant, le direct, l'indirect. Alors quand je dis le direct, c'est pas le direct, la vente directe, c'est la vente auprès des clients finaux et toujours dans une logique, on en reparlera après, toujours dans une logique de travailler avec les partenaires, de mieux adresser les clients. Et puis, j'ai rejoint après Apple pour, vraiment accélérer dans le monde de l'entreprise et là aussi dans une dynamique différente au niveau des partenaires que j'expliquerai et ça m'a permis d'avoir, 2 maisons, de cultures très différentes. Et puis 2018, je me dis, voilà, dans les GAFAM, j'ai fait le A, le R, il me reste la gaffe à faire, et en fait, plus naturellement, j'ai vu cet écosystème, notamment French Tech, qui était très important, très dynamique et je me suis dit: «Tiens, est-ce que je peux apporter quelque chose auprès de ces entreprises qui sont en phase d'accélération?» Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai rejoint tout d'abord Klaxoon, puis après, Divelto et Melinda. Donc voilà un peu le parcours avec, ouais, j'ose pouvoir dire que je suis tombé dans la potion, très petit, dans la potion, partenaire, mais avec toujours un esprit critique. C'est-à-dire pour moi, le partenaire, c'est pas une finalité, c'est vraiment un moyen. Par contre, il faut le faire de façon très respectueuse, très convaincue et être un vrai partenaire, advocate. Bah, trop cool. Merci Patrick pour ce débrief et pour cette présentation. Écoute, ne perdons pas plus de temps et puis let's go. Déjà peut-être pour comprendre quand tu arrives chez Microsoft au début des années 90, qu'est-ce qui pousse l'entreprise à miser sur un écosystème plutôt que sur des forces commerciales classiques directes?
Ta réponse, elle tient en un mot, vraiment la scalabilité. C'est-à-dire quand j'arrive chez Microsoft au début des années 90, il y a une chose qui me frappe immédiatement, c'est que l'entreprise ne veut pas être la seule à vendre. Elle veut qu'il y ait des milliers d'entreprises qui vendent pour elle. Pourquoi? Bah, parce que dans les années 90, le PC explose, internet arrive, la demande est vraiment planétaire et Microsoft peut pas embaucher 50 000 commerciaux. Il faut vraiment créer une mécanique. Qu'au lieu de créer, une armée, interne, elle bâtit un réseau mondial de revendeurs, de distributeurs et puis plus tard d'intégrateurs. Et un exemple peut-être emblématique, c'était le fameux modèle OEM à l'époque, qui permettait en fait aux constructeurs, d'installer, Windows sur chaque PC, ce qui apportait de la valeur également pour le constructeur, mais contre une royalty. D'où l'effet de standardisation, de coûts réduits et puis, bref, la machine à cash. Ce n'était pas un canal opportuniste, c'était vraiment un choix stratégique, fondateur et très assumé. Le modèle tient à une formule que j'ai entendue très tôt, et je pense que beaucoup l'ont entendu ou en tout cas l'ont déclinée, c'est $1 for Microsoft, c'est égal 10 for the ecosystem. Et ce point-là est vraiment vraiment un point important, c'est ce qu'on apporte dans la chaîne de valeur, notamment à cet écosystème. Donc Microsoft ne vend pas un produit, et il vend une plateforme économique où tout le monde gagne plus d'argent ensemble. Et d'ailleurs, ça devrait faire appel pour vous à d'autres plateformes plus modernes par la suite de marketplace que l'on a pu voir notamment. Et pour que ça fonctionne, il faut des règles. Il faut des partenaires account managers, des business plans co-signés, des KPI partagés et une vraie culture du partner first. Et c'est ce qui fait encore la différence, je pense, aujourd'hui. Microsoft n'a pas construit une force commerciale, il a vraiment construit une économie. Ok, ok, c'est cool. Bah, ça pose un peu les choses, effectivement. Et peut-être pour comprendre, quels sont du coup les choix structurants faits par Microsoft à cette époque, en termes, je sais pas, d'organisation, de process, peut-être de culture, qui expliquent leur domination, bah, hier et surtout encore plus aujourd'hui. Et je sais pas si de la domination est le bon mot, mais en tout cas, l'omniprésence, Bah, disons-le euh, plutôt l'omniprésence, c'est, hein, avec leur, ouais, leur écosystème. c'était un sujet sensible pour avoir connu à l'époque les procès avec le DOJ américain, etc. Donc, euh, donc voilà, bah, enfin, une omniprésence très, très importante qui est d'ailleurs régulièrement remise en question. Donc c'est pas un statut qui est définitivement établi. Alors cette omniprésence, elle est pas liée à un produit exceptionnel. Elle est vraiment liée à trois choix d'organisation très, très ancrés. Tout d'abord, c'est la création d'une organisation dédiée. Les partenaires account managers ou partenaires business managers, comme vous voudrez les appeler, c'est un vrai métier. Et un PAM, c'est pas le commercial qui s'occupe aussi des partenaires. C'est un rôle à part entière avec des objectifs, des outils, une méthodologie. Et le mandat est clair, c'est vraiment de développer le business avec le partenaire et évidemment de faire le pont, le lien, une collaboration très forte avec les équipes de vente Microsoft, notamment à l'époque, c'est particulièrement sur les grands comptes, puis ça va descendre au fur et à mesure sur les ETI, sur le SMB et ça professionnalise immédiatement la relation. Quand je dis l'organisation dédiée partenaire account manager, c'est aussi des organisations qu'on va retrouver dites partenaires dans toutes les organisations de Microsoft et filiales. Le deuxième point, c'est l'industrialisation des process. Souvent, je vais un peu marteler les notions, mais je pense que ça me paraît des piliers importants. C'est autour des business plans co-signés, autour d'un pipeline partagé, des KPI aussi standardisés, comment on mesure les efforts et les progrès avec le partenaire et surtout après les résultats. Et puis, pas mal de rituels, notamment la fameuse QBR, la Quarterly Business Review, donc vraiment une revue trimestrielle qui permet de voir l'état d'avancement, faire un point sur le plan d'action établi avec le partenaire et surtout de voir si on est bien en train de créer le pipe et du coup les premiers wins. Donc ça crée une discipline unique. Le troisième point, c'est le fait de créer vraiment, d'installer une vraie culture, le partner first. En d'autres termes, chez Microsoft, le partenaire, c'est pas un canal annexe, c'est vraiment le cœur de la stratégie. Ce point-là est vraiment majeur. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions en amont et qui tournent autour de ça et on pourra en reparler. C'est comment on place ça d'un canal finalement au départ à vraiment le cœur de la stratégie. C'est vraiment un des points clés critiques de la réussite. Et puis, une phrase, qu'on m'a dite au 1er mois lorsque je suis arrivé, c'est vraiment le partenaire était une extension de la force commerciale, Microsoft. Et un exemple, c'est quand tu es account manager grand compte et que tu construis ton account plan,
les partenaires font partie du dispositif. Ne pas présenter une stratégie dans laquelle on a mis, la partie partenaire, c'est une faute. Et donc, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le dispositif à travers les partenaires, ça permet d'avoir notamment une meilleure couverture, commerciale, avoir une veille concurrentielle. C'est vraiment pas cosmétique, hein, c'est vraiment un choix d'entreprise. Et puis, tout ça tend en fait à créer de la prévisibilité, de la scalabilité et puis, une domination, une omniprésence durable. Et c'est ça leur avantage compétitif. Et je dirais, voilà, chez Microsoft, partenaire, c'est pas un canal, c'est vraiment la stratégie, la stratégie. Et j'en profite parce que quand on a préparé ce webinaire, tu m'avais donné un exemple qui m'avait un peu frappé. C'était le fait d'avoir, enfin que euh, toi en tant que account partner chez Microsoft, tu aidais les partenaires du coup à développer leur business. Donc tu m'avais donné un exemple sur ça vous arrivait d'aller bosser du coup avec le partenaire pour l'aider sur son business plan, pour arriver à faire en sorte que il fasse, comment dire, Microsoft aide le partenaire à faire plus de business, puisque ce qui est bon pour le partenaire est bon pour Microsoft. Et tu mentionnes un point important, c'est début des années 2000, Microsoft avait plutôt bien, résolu et cadré la partie approche grand compte et début des années 2000, elle se dit: «Il y a tout ce marché SMB qui représente une opportunité extraordinaire et qu'on adresse relativement mal». Et à l'époque, je me vois confier en fait une équipe qui était l'équipe qui, s'occupait des partenaires, qui adressait les PME. Et assez rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait, en tout cas, on avait cette ambition, cette vision, et ce point-là était très important, c'est de dire à l'époque, un partenaire Microsoft, il est partenaire HP, il est partenaire, IBM Lotus à l'époque, il est, multipartenaire Symantec et cetera. Et donc finalement, on n'est qu'un fournisseur parmi tant d'autres. Et comment se démarquer? Comment faire la différence? Et là, on a commencé à former toutes les équipes de PAM, notamment à la partie critique, qui est pour moi le business planning. C'est là où on va apporter vraiment de la valeur. Et donc la vision, c'est de dire: on veut passer d'un simple fournisseur à une vision de trusted advisor. C'est-à-dire qu'on devienne vraiment le référent pour les dirigeants des partenaires. En se disant: «Je pense mon année fiscale l'année prochaine, l'un des premiers ou le premier acteur que je veux consulter là-dessus pour construire, c'est Microsoft». Et quand au bout de ça a été des efforts, hein, on a fait, plusieurs jours de formation sur le business planning, on, accompagné les équipes pour aller, voir les dirigeants et construire ces business plans. Et quand au bout un an et demi, on a commencé à voir les partenaires qui disaient: «Voilà, bah, on est en train de préparer la nouvelle année fiscale», à l'époque, ça devait être 93 ou 80, pardon, 2001, 2002, quelque chose comme ça. Et on veut que toi, Pam, tu sois là parce qu'on va se mettre au vert pendant une demi-journée ou une journée. On veut que toi, Pam Microsoft, tu sois là. C'est là où j'ai commencé à dire, ça y est, on crante, on arrive. Et ça permet notamment de prendre la part de voix. Donc il y a une crédibilité et puis on va vraiment prendre la part de voix chez le partenaire. Qui du coup va probablement mettre 50-60% de ses activités de génération de demandes, d'approche commerciale, d'incentive sur la marque Microsoft. Et ça, par exemple, comment ça fonctionnait ça? Enfin, juste si on peut juste deep dive là-dessus, parce que je trouve ça super intéressant. Enfin, qu'est-ce que tu faisais en termes de business planning? Comment est-ce que toi, tu aidais du coup tes partenaires à, je sais pas, revoir, améliorer du coup leur business? Ouais, Comment ça fonctionnait? alors c'est vraiment, on pourrait passer des heures là-dessus. En plus, j'ai énormément de passion sur ce sujet. Mais, je dirais, il y a quelques clés quand on parle du business plan. Il y a une posture et quelques clés, absolument, indispensables à avoir. Il faut sortir du business plan, étendu de 30 pages, du fichier Excel où on remplit des tas d'informations et cetera. Ça peut être intéressant offline de remplir et de comprendre mieux la segmentation des clients, l'analyse des clients de nos partenaires et cetera. Mais après, si je le faisais de façon synthétique, c'est, la séance de business planning, c'est le faire avec les dirigeants et ceux qui, côté partenaire, vont incarner, le quotidien du partenariat. Et donc il faut remettre, pour moi, il y a 4-5 points qui sont absolument indispensables à voir. C'est remettre les attentes de chacun dans le cadre du partenariat. Et ça permet de resserrer tout de suite et de comprendre, est-ce qu'on va être un partenariat annexe ou est-ce qu'on va être un partenariat stratégique côté partenaire? Et inversement, de pouvoir expliquer que pour le partenaire, il rentre vraiment dans une logique et on tient, vraiment, fortement à sa contribution et c'est pas juste de l'opportunisme. Le deuxième point qui marche très bien, je trouve, si c'est bien mené, c'est également un SWOT croisé au début du partenariat. Donc c'est que chacun va dire, voilà, quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et points de vigilance, heu,
à observer au démarrage du partenariat. Et là vont sortir, Hippolyte, des éléments qu'on n'avait pas nécessairement, perçus, des non-dits ou des choses comme ça, et ça permet de recaler et d'avoir ces points de vigilance pour se dire: «OK, on va se dérouler ce partenariat, mais on a des attentes fortes et des points de vigilance de part et d'autre». Le troisième point, qui est un exercice pas facile parce que ça peut durer un peu longtemps et sans tourner à de l'intellectualisme, voilà, de bas étage, mais c'est comprendre Microsoft ou Apple, mais Microsoft en l'occurrence là, a une proposition de valeur sur le marché, le partenaire a sa proposition de valeur. C'est comment, en joignant les 2 propositions de valeur, on est capable d'expliquer au client: «Bah, voilà, l'union de Microsoft et de, tel partenaire, voilà, monsieur le client, ce que ça veut dire pour vous». C'est important parce que je l'ai retrouvé chez Klaxoon, hein, au ministère des Finances, on a compris que OnePoint et Klaxoon, vous aviez, un partenariat, mais expliquez-nous pourquoi? C'est quoi ce partenariat? Et donc être capable en une phrase, voire plus si besoin, mais d'expliquer ce que cette proposition de valeur conjointe, à destination du client, elle est vraiment majeure. Donc une fois qu'on a défini ça, et ben, on va travailler sur la partie, éventuellement certification, montée en compétences, readiness commercial, readiness, technique et cetera. Et puis, le point pour répondre plus précisément à ce que tu disais, Hippolyte, c'est je pense qu'on ne peut être pertinent que si on a compris quels étaient les enjeux du partenaire. Et donc de leur poser la question de quels sont les challenges ou priorités que vous avez dans les 12 mois à venir. Ça peut être des priorités de part de marché, de croissance de chiffre, d'amélioration de la rentabilité, de se démarquer de la concurrence. Et tant qu'on n'a pas saisi les deux trois points essentiels, je pense on va avoir une difficulté par la suite, d'être pertinent. Au contraire, si on l'a bien saisi, bah, voilà, parmi les initiatives et parmi les choses qu'on met en place, à l'époque, on passait d'un modèle, on-premise à un modèle, plus, déjà, location, de logiciels, et puis après tout s'est dématérialisé. Mais on s'apercevait que l'un des points, c'était créer la récurrence, et c'était vraiment un sujet important pour les partenaires. Donc voilà un exemple typique de, bah, grâce aux contrats, multi-annuels et on va être capable de pouvoir, créer de la récurrence, et tu vas venir pouvoir coller tes services récurrents aussi, auprès du client. Une fois qu'on a fait ça, et ben, il reste à dire: «OK, voilà les activités de génération de demande, voilà les initiatives que l'on doit faire». On essaye sur l'année un peu de les programmer, et puis on cadence par trimestre, et dessus on se colle des objectifs. Ben, voilà, on veut faire, 100 cas sur le trimestre, ça veut dire combien d'opportunités on doit avoir dans le pipe? À peu près 3 fois en moyenne, hein, ça dépend. Le montant des opportunités que l'on veut, signer, bah, de les avoir dans le pipe, et puis après, et ben, travailler, sur une base, très, très régulière. Évidemment, il y a la revue trimestrielle avec très souvent les execs, c'est quand même important, c'est d'avoir des execs de part et d'autre, ne pas laisser uniquement les équipes travailler ensemble, c'est d'avoir vraiment le sponsoring. Ça débloque souvent aussi des situations. «Ah bah tiens, côté Microsoft, ça a pas avancé, qu'est-ce que vous pouvez faire?» et cetera. On bute sur ça, et côté partenaire, bah voilà, vous aviez promis ça, on n'a pas les choses ne se sont pas produites, pourquoi? Et ça permet aussi de se dire: «OK, on continue, qu'est-ce qu'on continue de faire? Qu'est-ce qu'on arrête de faire? Heu et qu'est-ce qu'on devrait faire de nouveau?» Et vraiment se mettre, ça reviendra souvent, hein, dans mes propos, hein. C'est vraiment de la rigueur, de la discipline, de la récurrence et cetera, et c'est ça qui va commencer à faire décoller le business. OK, c'est intéressant et si on switch, parce que du coup, tu as eu la chance de voir 2 hyperscalers. Donc là, on a vraiment bien enfin, en tout cas, aborder la partie Microsoft et puis lorsque tu bascules chez Apple, heu, tu vois, qu'est-ce que tu réalises? Et qu'est-ce que Apple fait de mieux, que Microsoft? Qu'est-ce qu'elle fait, potentiellement de moins bien? Quelle est la différence d'exécution et de culture niveau partenariat? Je passerai sur les détails, et parfois ça a été quand même 2 cultures très différentes. Donc au début, waouh, faut accepter, hein, juste pour l'anecdote. Je crois que c'est l'une de mes premières présentations, et je crois qu'il y a quelqu'un qui est connecté, Christophe, qui pourra en témoigner. Je présente au patron Europe, un peu mon plan sur la partie grand compte, et en bon Microsoftie, j'arrive avec, des tas de slides bien chargés, des tas d'actions et cetera, et je vois le patron Europe qui me regarde, qui me dit: «Bon Patrick, t'es plus chez Microsoft. Donc c'est bien, tu as bien bossé et cetera. Maintenant là, sur la dizaine d'actions que tu proposes, je vais te demander d'en sélectionner 2. Par contre, ces 2 là,
il va falloir que tu sois vraiment dans le détail, dans l'exécution, dans la qualité, et cetera. Et je t'avoue franchement, c'est vraiment voilà, il y a un vrai shift complet en termes d'état d'esprit et ça apporte aussi des choses très différentes. Ça, c'était l'anecdote un peu pour dire le démarrage. Alors, il y a probablement 2 choses que Microsoft ne sait pas faire aussi bien. C'est vraiment le contrôle de l'expérience et puis la désirabilité. Elle est pas uniquement que produit, hein, je vais expliquer. Apple excelle vraiment dans la désirabilité, parce que tout est pensé pour susciter l'envie. Que ce soit le produit, que ce soit le design, la communication, la relation. Un exemple, hein, pas si anecdotique que ça, mais pour bien situer les choses, je sais pas si tu utilises un iPhone ou pas, Hippolyte? Mais c'est l'expérience d'ouverture d'une boîte iPhone. Je sais pas si tu as déjà fait ça? Et alors, du coup, moi, je suis full Apple, hein. C'est Bon, iPhone, tu vois, AirPod, Mac. alors il y a une chose peut-être dont tu t'es pas rendu compte, en fait, quand on achète l'iPhone, quoi, c'est pas à l'époque, les concurrents, c'était des blisters, enfin, je veux dire, il y avait absolument aucun plaisir et on nous vend un truc supplémentaire. Mais chez Apple, c'est vraiment la très belle boîte bien designée, hein. Il y a vraiment des ingénieurs, des spécialistes packaging qui se sont mis dessus. Et donc, tu as une belle boîte bien designée et un sens du détail qui est vraiment poussé très loin. Alors, l'idée, c'est le plaisir doit démarrer dès l'ouverture de la boîte, avec ce souffle en moins de 7 secondes. 7 secondes, c'est la limite entre l'excitation et la frustration. Donc, au moins au sens Apple, hein. Tout est calibré et tout est calibré. Donc voilà, c'est vraiment ce sens du détail et de l'expérience. Et si je reviens au sujet, hem, et ben, en comparaison à Microsoft, l'écosystème est limité, il est presque exclusif. On ne devient pas, partenaire Apple par opportunité. On devient partenaire Apple, parce que la marque t'a choisi. Donc, Apple est vraiment obsédé par la cohérence, l'image, le discours, il y a un leitmotiv dans l'entreprise, qui fait partie aussi de la culture, c'est savoir dire non 10 fois pour un oui. Donc on est vraiment dans une dynamique très différente. En contrepartie, ils ne font presque pas de co-sell structuré et l'écosystème est beaucoup plus restreint. Sur le marché B2B, il y a quelques grands corporate resellers, qui font partie de l'écosystème. Il y a une cinquantaine d'Apple Premium Resellers en France, qui vont adresser principalement le B2B, mais aussi du B2C, les 2. Et quand on voit les Apple Premium Resellers, que tu sois à Marseille, que tu sois à Rennes ou je ne sais où, tu vas arriver chez, une société tierce, mais dans lequel tu vas avoir l'impression d'être dans l'expérience Apple, le même design, le même environnement et cetera. Et puis, il y a aussi les Apple Retail Store, qui sont 100 micro Apple et qui adressent majoritairement le B2C. Donc à comparer avec l'écosystème de Microsoft en France, c'est plus de 12 000 partenaires. C'est des revendeurs, des éditeurs, des distributeurs, des intégrateurs. Donc on a vraiment cette notion de Apple excellence, sélectivité, Microsoft ouverture, industrialisation. Et les 2 ont raison, Hippolyte, pour des raisons différentes. Je dirais que Microsoft construit des systèmes et Apple construit vraiment des envies. OK, c'est intéressant, c'est que d'un côté, en termes de culture et de méthode, c'est que d'un côté, il y en a un, du coup, qui est beaucoup plus sur business planning, revue de pipe, data, et cetera, alors qu'il y en a un autre de l'autre côté, Apple, sélection, expérience, du coup, partenaire, qui s'applique à l'expérience client, guidelines fortes, hem mais bon, tous 2 ont des méthodes très claires, hem et peut-être pour passer sur plutôt la partie, bon là on a abordé du coup les hyperscalers, de voir comment est-ce que toi tu as pu transposer ça dans les boîtes. Alors déjà peut-être, peut-être tu peux le rappeler en 2 secondes pourquoi tu t'es passé d'Apple, au monde de la scale-up? C'est vraiment deux mondes complètement différents et puis nous dire quand tu es arrivé du coup chez Klaxoon, comment tu as transposé ce que tu avais appris chez Microsoft et Apple, heu, chez Klaxoon? Alors sur ta première question que j'avais un peu abordée en introduction, c'est, cette notion de se dire: «Est-ce que je continue chez les hyperscalers?» Et en fait, je voyais ce monde de la French Tech qui était très dynamique et l'envie en fait de participer vraiment à l'essor et à la dynamique. Donc il y avait, probablement l'apport de compétences de l'écosystème français. Il y avait un deuxième sujet pour moi qui était quand même aussi intéressant, c'est, quand tu es chez Apple France ou chez Microsoft, en France et évidemment, tu dois faire super bien ton boulot, c'est une évidence. Maintenant, si à un moment donné, tu fais des mauvais choix,
au pire, la filiale va éternuer, et en tout cas, ça va pas faire vaciller, l'entreprise. Quand tu décides, de partir auprès de Scale Up, là, tu as vraiment le manche dans les mains et tu te dis: «La décision que je vais prendre, si je la réussis, je peux dire que ça sera en partie grâce à moi et à l'équipe et au collectif. Mais si jamais c'est un échec, d'abord ça a des répercussions très fortes sur l'entreprise et puis c'est toi le responsable. Donc tu pourras pas te cacher derrière en disant: «C'était la corporation, ils sont pas bons, c'était leur décision» et cetera. Donc ça, j'avais vraiment envie de connaître et de sentir ça. Voilà, ça a été vraiment les points, les p 2-3 motivations essentielles pour pouvoir, rejoindre. Alors ça s'est passé, à l'occasion de Vivatech 2018 où j'avais ma petite liste de 2-3 startups que je souhaitais aller voir, rencontrer et en fait, je suis resté sur le Vivatech. Finalement, je suis arrivé en premier sur le stand de Klaxoon et j'en suis pas reparti. C'est-à-dire que la proposition de valeur qu'ils avaient, l'énergie des équipes, vraiment ce qui se transmettait, m'a particulièrement, interpellé, intéressé et j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc j'ai rencontré le fondateur et qui m'a expliqué un peu les grands challenges qu'il avait et j'ai vu que j'avais vraiment moyen de pouvoir l'aider, dessus. Donc à ta question à Ok. l'arrivée, chez Klaxoon, qu'est-ce que j'en ai retiré ou qu'est-ce que j'ai retiré du modèle hyperscaler? Qu'est-ce que j'avais appris Ouais, comment est-ce que globalement tu as chez pu, Microsoft? enfin, tu vois, t'avais une bonne, je pense que tu avais une bonne synthèse de, si je dis pas de bêtises, 27 ans, du coup, chez Microsoft et Ouais, c'est Apple. ça. Donc, tu es arrivé avec un gros background sur, parce que j'imagine que quand tu arrives, tu viens d'un monde où, comme on l'a dit, un peu en termes de culture, tout est structuré, c'est carré, il y a des business planning, il y a une sélectivité, enfin, il y a une sélection, du coup, des partenaires. Et là, du coup, tu dois tout construire de A à Z, du coup, chez Klaxoon. Quelle a été un peu la synthèse que tu t'es fait et comment est-ce que tu as transposé ça, enfin, ce que tes learnings de Microsoft et Apple, qu'est-ce que tu as gardé, qu'est-ce que tu as transposé, du coup, chez Klaxoon? Le point, c'était pas tomber dans l'écueil de se dire: «J'arrive et ça y est, je sais comment il faut faire». C'est vraiment, je me suis dit: «Il faut surtout pas dupliquer». J'ai appris des choses, il y a des réflexes, il y a des choses qui sont absolument, à mon avis, des piliers et incontournables. Mais avant, le premier point, ça va être, prendre du temps pour comprendre. Comprendre la proposition de valeur de la plateforme et puis en me posant la question: «Si je suis partenaire, c'est quel est mon intérêt, d'aller pousser Klaxoon, de travailler avec Klaxoon?» Deuxième point, c'est de comprendre où en est l'entreprise. Quelle est la maturité des équipes? Et en l'occurrence, il y avait pas d'ADN, indirect du tout. C'était une culture très directe. Quel serait l'intérêt d'un réseau pour Klaxoon? Même si je le pressentais, mais je pouvais pas présager que ça allait le faire et puis vraiment, comprendre les leviers et aussi identifier les freins potentiels et et puis surtout jusqu'à quel point une stratégie indirecte basée sur des partenaires pouvait adresser les challenges du fondateur qui m'avait dit: on a un moment où il faut qu'on crée de la scalabilité très forte. On a la maturité du produit, on a une plateforme, on a déjà les clients, et cetera, mais il faut que maintenant on puisse accélérer et qu'on puisse aussi accélérer à l'international. Donc, concrètement, j'ai pris, de Microsoft, j'ai pris la structuration du pipeline, le programme partenaire, les business plans, la cadence de revue et puis, là où je suis pas tombé dans l'écueil, en tout cas, c'était ma stratégie et mes convictions, c'est de prendre d'Apple la sélectivité des partenaires et l'alignement avec la marque. Sachant que le CEO je pense qu'il était très inspiré d'Apple, de Steve Jobs il était très protecteur de la marque, à juste titre et c'est certainement un des enjeux qu'on a lorsqu'on est, éditeur, constructeur et cetera. À partir du moment où on travaille avec un réseau, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que, entre guillemets et c'est pas péjoratif, on dégrade le moins la marque? Heu Lorsqu'on a des équipes directes de vente, on sait passer les bons messages, on sait positionner, très précisément, les argumentaires et cetera. Quand on est, commercial d'un partenaire et qu'on représente aussi, 8-10 autres marques, la bande passante est pas la même et on n'a pas ces donc on s'attend à ce qu'il y ait quand même une forme de dégradation ou en tout cas de perte en ligne et donc c'était un peu mon sujet où j'avais dit au CEO: «Tout mon travail, ça va être de faire en sorte, Mathieu, que le on dégrade le moins possible la marque, qu'on ait vraiment des gens qui soient très convaincus, et également très bien formés et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'accélérer un programme de certification, mais qui était pas une certification toute simple. C'était, un consultant certifié Klaxoon, c'était une personne qui, travaillait en amont et passait devant un jury.
pour présenter. Donc c'est vraiment la posture, comment le consultant, intègre Klaxon dans son quotidien. Et donc, je dirais que j'ai traduit, l'ensemble de ce que j'avais vu en quelque chose de simple et compatible avec une scale-up. C'est-à-dire un programme clair et simple, quelques partenaires vraiment engagés et puis, se donner 6 mois pour prouver que ça commence à créer du revenu. Je dis pas ça devient, vraiment un levier. On sait qu'il faut 2 à 3 ans en moyenne pour arriver véritablement à créer le muscle que l'on veut avoir et l'impact que l'on veut avoir, sur, l'augmentation du chiffre d'affaires, sur, l'accélération et cetera. Mais déjà, si en moins de 6 mois on se dit: «Ça y est, j'ai les premiers wins, il y a une bonne profitabilité dessus», c'est à la fois positif pour Klaxoon ou pour l'éditeur et c'est à la fois positif pour le partenaire. Là, ça y est, on a commencé à on se dit: «On est dans la bonne direction», sinon il faut redéployer, il faut changer rapidement. Je vois en même temps Antoine qui a repris les partenariats chez Klaxoon, c'est ça, je confirme l'amour que les partenaires ont, pour Klaxoon. Ben, merci Antoine. On se connaît pas, ça sera l'occasion de connecter ensemble. Bah, c'est cool, c'est vrai que tu as installé une belle culture, Patrick, au sein de chez Klaxon, repris du coup par la suite par Antoine. Juste une question, c'est que là, en fait, tu as beaucoup abordé un point et que je trouve assez important, c'est point de vue CEO. Moi, je le vois, si le CEO il est pas embarqué, si les partenaires ils portent pas au CEO directement, c'est toujours très compliqué de mettre en place une stratégie partenariat. Tu vois déjà travailler du coup, pouvoir vraiment travailler cette stratégie, faire en sorte qu'elle a un impact, pouvoir embarquer suffisamment les équipes. Comment toi, tu as pu créer de la conviction au niveau CEO pour que le la culture entre guillemets partner first ne soit pas juste un canal annexe, mais vraiment un choix du coup de l'entreprise qui a un impact sur toute Klaxoon et les autres startups Ouais. chez Klaxoon. J'en parlerai après dans l'exemple un peu plus détaillé de Klaxoon parce que, c'est pas nécessairement ce que j'ai réussi à faire au démarrage, mais les 3 expériences, suivantes en scale-up française, m'a permis vraiment de se dire, il y a un vrai travail de conviction au départ, du CEO. Si on l'a pas et si on n'a pas le sponsoring du CEO, ça va être très, très compliqué. Donc en général, je pars vraiment sur les 3 leviers dont ce levier qui est, le CEO. Donc il faut parler en langage CEO. Il faut lui parler de customer acquisition cost, de reach, de time to market, d'average deal size et de contribution, aux revenus, à la marge, à l'accélération, à la réduction éventuellement du churn. Ça peut être éventuellement le cas. C'est plus compliqué, mais ça peut être le cas. Et donc il faut vraiment montrer comment on peut réduire le CAC sur certains segments, accélérer l'accès à un marché ou une verticale qu'on ne couvre pas. Et les partenaires ont vraiment une valeur ajoutée extraordinaire. Certains maîtrisent parfaitement le secteur public, d'autres ont des verticaux sur la banque, d'autres sont spécialisés sur la PME et peuvent nous ouvrir et accélérer l'accès à un marché. Et puis, dans certains cas, c'est pas systématique, c'est vraiment accélérer le time to market pour des solutions combinées. Ça peut être la solution, de l'éditeur plus une solution tierce. On en parle de plus en plus, hein, en termes d'intégration, on le voit de plus en plus, sur le marché, ça devient critique. Ça peut être aussi tout simplement la solution combinée, SaaS plus, accompagnement, chez Klaxoon, c'était des consultants qui étaient plus des consultants de change pour l'accompagnement et quand on déploie Klaxon à grande échelle, comment est-ce qu'on se dote de consultants qui vont aider à changer la posture chez le client? Mais ça peut être aussi du service d'accompagnement. Et l'idée, voilà, c'est juste de ne pas dire, «Ça serait sympa d'avoir des partenaires», mais c'est vraiment, voilà, en quoi l'écosystème peut améliorer l'équation économique, globale. Et ça, c'est vraiment le point, à mon avis, qui est important au niveau de la conviction du CEO et d'avoir son sponsorship régulier. Régulier, c'est absolument indispensable pour moi. Je fais juste une pause, je rappelle aux plus de 40 personnes qui sont présentes sur le live. Déjà, merci du coup pour votre soutien, c'est trop cool. On attend, en fait, c'est la première fois qu'on a, je pense, autant de personnes dessus. Je reviendrai du coup les chiffres au global. N'hésitez pas à poser directement vos questions dans le chat. Si vous avez des questions précises du coup à Patrick sur ce qu'il a vu à la fois en hyperscaler, comment il a mis en place c'est les meilleures méthodologies, stratégies. C'est ici des hyperscalers chez Klaxoon, chez Divalto, chez Made Black. Donc allez-y, dans une dizaine de minutes, on prendra du coup un peu de temps pour répondre à vos questions. Hippolyte, pour ajouter à ce que je pense que faisais mention au niveau de Klaxoon au démarrage, hein, une écoute importante du CEO, mais je m'étais pas rendu compte à quel point, lui, dans sa tête, c'était un canal additionnel. Même si je lui reportais directement,
je pense que l'idée, c'était de dire: «Bon, bah, voilà, on a une équipe directe, on maîtrise bien, on accélère et cetera. Patrick propose l'indirect, ça fait sens, mais allez, au pire des cas, ça pose pas de souci à l'entreprise et dans le meilleur des cas, voilà, ça va nous apporter du revenu additionnel». Et je pense que c'était pas suffisant et je m'en suis rendu compte par la suite et donc on avait, des ventes directes et indirectes qui lui reportaient directement, vraiment comme 2 canaux séparés et est arrivé, début, 2020, l'arrivée d'un CSO, d'un Chief Sales Officer et là, en fait, j'ai accepté vraiment que la partie, canal, indirect lui reporte. Donc les 2 canaux lui reportaient, direct, indirect et ça me permettait un arbitrage unique et d'avoir quelqu'un qui porte l'ensemble de la motion sales, de façon unique et en plus, particularité, c'est que je savais que le CSO, il avait un mindset partenaire très développé. Mais ça, c'est un point important. C'est pour éviter le conflit de canal, c'est pour, et à partir de ce moment-là, ça veut pas dire que ça a été simple. Il a fallu apprendre aux équipes à comment est-ce qu'on travaille avec un partenaire. Qu'est-ce que le partenaire va t'apporter? Ah ouais, à court terme, il va m'apporter peut-être un peu moins de revenus, mais à long terme, il a fait faire tout ce travail d'éducation. J'ai eu une anecdote, j'emmène la compte manager, La Poste, à l'époque chez SCC et il est pas nécessairement encore convaincu de travailler avec les équipes, mais il était assez ouvert et une matinée chez SCC, il voit les 2-3 account managers qui s'occupent de la Poste et qui commencent à lui dire: «Bah, tu vois, il y a un appel d'offres sur le tableau blanc dans telle division. Il y a, management visuel dans telle autre. Est-ce que tu les connais ces appels d'offres?» «Ah non, 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 non», voilà et là, il a commencé à se dire: «Waouh, je peux avoir un partenaire qui est, mes yeux, mes oreilles sur vis-à-vis du client, qui a une connaissance, des circuits et qui peut être vraiment vraiment amplifié». Alors il faut construire la confiance aussi après. Ça te déclare pas comme ça et il faut y travailler dessus. Mais voilà, donc ce que je dirais vraiment, c'est en conclusion sur ta question du CEO, c'est un CEO, il va pas s'aligner sur un programme partenaire, quoi. Lui, il va s'aligner sur une équation de croissance avec des preuves. Ah bien sûr, c'est hyper important de pouvoir, faire, la traduction de qu'est-ce que tu crées du coup avec ton écosystème et le traduire après sur des métriques un peu globales, sur, est-ce que ça se traduit sur du chiffre d'affaires, sur de l'engagement et cetera. Tu prends, je pense, j'imagine le gros KPI sous la North Star, de l'entreprise et après toi tu vas te plugger du coup là-dessus pour avoir une cohérence globale. Mais après, du coup, ça, au sein du coup des partenariats, ça se traduit par nombre de partenaires, par des installations, par des clients engagés, etc. Euh, peut-être du coup pour essayer, ouais. Et peut-être du coup pour comprendre, est-ce que tu avais du coup deux trois principes que tu recommanderais du coup à une, je sais pas, une startup scale-up du coup qui démarrait de 0 à 1, qui organise son écosystème de 1 à 10 et celle qui voudrait scaler de 10 à 100. Les principes sont plutôt assez pragmatiques. Il y a d'autres principes un peu plus, à mon avis, stratégiques, mais il y en a deux trois à mon avis, qui sont assez tactiques et concrets. J'en ai un petit peu parlé, mais je redirais, il y a le pipeline comme vérité unique. C'est-à-dire qu'on peut avec les partenaires, on peut mettre en place des tas d'actions, des tas de choses intelligentes, mais si ça ne se transcrit pas en opportunité dans le pipeline, heu, le deal n'existe pas. Heu, Ça évite de raconter des histoires, sur des partenariats stratégiques sur lesquels il y a jamais eu un seul euro. La finalité, c'est bien ça. Donc on a beaucoup de moyens qu'on va mettre en place, mais à la fin, il faut que ça crée un pipeline et à la fin des wins et que ça génère des euros. C'est ça le seul, point, je dirais, d'arbitrage. Donc le pipeline est extrêmement important. Heu la cadence de pilotage, rituel, simple mais non négociable. On regarde le pipeline régulièrement. Alors il faut le faire avec beaucoup d'intelligence, hein. Je parlais de Microsoft à l'époque, on a essayé de faire en sorte que les PAM, enfin c'est pas on a essayé, on a réussi, mais en tout cas c'était notre intention, deviennent des trusted advisors. Il faut sortir du syndrome du PAM qui fait juste la revue de pipe et ça les partenaires n'en supportent plus, c'est juste de la visibilité sur qu'est-ce qui va rentrer. On peut se le permettre ça, si on a fait tout le reste du travail, de bien structurer, d'être présent, d'accompagner aussi en clientèle. On n'en a pas parlé, mais pour moi, un bon PAM, en tout cas dans les recrutements que j'ai faits, j'ai essayé autant que faire se peut avoir des gens qui n'avaient pas fait que du partenaire. Il faut qu'ils connaissent la vente, il faut qu'ils apportent cette crédibilité-là. S'ils n'ont jamais vu du client, jamais closé, c'est difficile d'être légitime et d'accompagner le commercial du partenaire chez le client. Vraiment cette notion de cadence, de regarder le pipeline, et ça vraiment, c'est pas d'énormément de moyens, mais ça change complètement la dynamique. Et puis je reviens, je t'avais dit que je martellerais, hein, mais le business planning, même en format light, il s'agit pas si vous êtes avec un très gros partenaire, ça vaut la peine, ça va être 4, 5, 6 rendez-vous, beaucoup de monde à aligner.
lorsque j'étais chez Apple et qu'on a commencé à travailler dans la première alliance avec IBM, il y avait du monde en face de nous. Donc, construire un business plan, ça durait des semaines et des semaines. Et évidemment, le document était important. Mais se remettre autour avec un partenaire, comme je le disais tout à l'heure, avec les 4-5 points clés, et construire co-construire ce business planning, en général, c'est 2-3 itérations avec un petit peu de travail offline à faire. On garde l'idée de codéfinir des objectifs, des actions avec le partenaire, et puis vraiment on jette la lourdeur. Pour moi, c'est voilà trois points assez tactiques, mais vraiment activables pour qui sont à transposer et à mettre en place. Je dirais principalement. Alors le petit plus, je dois l'avouer, un petit plus pour avoir fait des business plans chez Microsoft, chez Apple. Euh, J'avoue que quand j'étais chez Klaxoon, le tableau blanc, cette capacité en fait à avoir un template de business plan dans lequel on était connecté en synchrone avec le partenaire et dans lequel on rajoutait les idées, on structurait, etc. Ça a été vraiment, mais c'était extraordinaire comme expérience, vraiment extraordinaire. Donc voilà, il existe évidemment d'autres outils, mais j'avoue que le petit plus d'arriver à sortir du PowerPoint ou du fichier Excel ou pour vraiment faire quelque chose, un exercice dynamique, je dirais presque ludique, en tout cas qui est sympa et qui est agréable à faire. Euh, Par contre, Hippolyte, ce qui marche pas, si je pouvais répondre à ta question aussi par ce qui ne marche pas, sont les programmes trop sophistiqués dès le départ. Avec trop de niveaux, trop de badges, les portails, la certification, il faut vraiment se poser la question. Et ça, c'est une question aussi, une fois de plus, de maturité. On savait que chez Klaxoon, la certification, c'était un point absolument clé pour pas dégrader l'expérience. Mais il faut se poser la question et pas se systématiser. Euh, il y a probablement la notion, si on n'a pas un partenaire Ops, si on n'a pas une équipe dédiée, ça devient un monstre impossible à maintenir. C'est-à-dire qu'au début, on va signer les premiers partenariats, mais après, il y a tout le maintien. Et je sais que ça faisait partie des quelques questions en amont, de se dire comment est-ce qu'on arrive à maintenir tout ça. Donc ça, c'est un point, en tout cas, c'est une des réponses, c'est d'avoir quand même un minimum de logistique, pas penser qu'aux équipes commerciales partenaires, mais il faut quand même du back-office, il faut de l'analyse, il faut pouvoir animer. Et puis Donc ça, ta après, recommandation, c'était commencer du coup par quelque chose de simple et progressivement, en fait, rajouter les étages de la fusée progressivement et pouvoir toujours arriver à traquer de l'information, de la donnée pour pouvoir savoir, en fait, partir du plus simple au plus complexe sur le tracking, quoi. oui, absolument. Ouais, ça, c'est le premier point. Puis peut-être ajouter le deuxième, c'est cette fameuse logique volume, quoi. Le réflexe Microsoft, c'est on recrute beaucoup, puis on filtrera ensuite. Et ça, je pense, que c'est une vraie erreur dans une scale-up. Parce que tu as tout simplement pas la bande passante pour gérer un grand nombre de partenaires et tu risques de te disperser. Donc ma reco, c'est vraiment de prendre le meilleur. C'est ce que tu disais, enfin, quand on préparait du coup ce webinaire. Bon, du coup, je finis, je pense là-dessus et après on passe aux questions. Je vois qu'il y a une première question de Kevin. Mais tu disais au départ, ouais, il faut plutôt cibler sur quelques partenaires, 3-5 max, avec un idéal partner profile assez clair pour savoir ce que tu vises et le focus. Euh, Focaliser du coup sur 3 à 6 mois pour plutôt prouver que les partenaires du coup fonctionnent avant de commencer à mettre en place un programme, mais un programme assez simple et segmenter du coup les partenaires, lancer du coup les channels avec avoir une vraie cadence, un vrai rythme, etc. Avant de passer plutôt à un sujet d'orchestration quand tu as réussi à prouver, euh, structurer. Là, tu peux vraiment commencer à orchestrer avec un vrai programme, avec du tiering, avec ouais, ton partenaire programme, avec des ops, avec ton PRM, etc. Il faut accepter aussi de se planter. Au contraire, c'est ça. On va le tester et puis se dire ah bah ça c'était plutôt une bonne idée au départ et puis finalement c'est pas la bonne. Je te donne un exemple très rapide. Euh, Lorsque je suis rentré chez Klaxoon, au même moment, il y a ce partenariat technologique mondial entre Klaxoon et Microsoft, où Microsoft souhaite intégrer Klaxoon dans sa marketplace, enfin pas la marketplace, oui, d'une part la marketplace, mais surtout l'intégrer dans Teams. Et est-ce que ça apportait de la valeur? Et donc au départ, on construit un écosystème où d'un côté on a des revendeurs pour pouvoir faire toute la partie un peu plus transactionnelle, volumique, et on se dit maintenant on doit avoir des partenaires qui doivent mettre en œuvre. Et je fais l'erreur probablement, même avec l'équipe ensemble, parce que beaucoup de partenaires Microsoft intégrateurs étaient intéressés par Klaxoon, se disent voilà, on veut être partenaire. Donc évidemment, c'est sexy au départ de se dire tiens, il y en a un qui est motivé, on va y aller.
la réalité, c'est au bout de quelques mois, on se rend compte que ce sont des gens qui ont justement cette capacité. Leur métier, c'est l'intégration. Or, il y a pas d'intégration à faire avec Klaxoon. Il y a pas d'opportunité service là-dessus puisque c'est vraiment du SaaS et c'est intégré facilement via le connecteur. Par contre, ce dont on s'aperçoit, c'est lorsque des grands clients comme Société Générale qui décident de commencer à déployer à plusieurs milliers d'utilisateurs, l'outil, la plateforme induit un changement de posture pour le manager qui va utiliser ça à Société Générale. Et là, on se dit en fait, c'est moins des intégrateurs dont on a besoin, mais plutôt des cabinets conseils qui sont capables d'accompagner à l'échelle le change management. Et donc voilà, on a dû changer et changer notre programme pour adapter. Mais ça, voilà, c'est simplement en pratiquant et en avançant. On s'est dit voilà, on manque de pertinence sur le sujet. Il faut plutôt recruter et travailler avec des cabinets conseils. Ouais, c'est intéressant comme sujet. J'aimerais bien creuser ça, mais je te propose qu'on passe aux questions. Et on a une première question de Kevin qui demande euh, comment sont ou étaient calculées et attribuées les commissions sales VS partenaires dans les boîtes comme Microsoft et quelle différence avec Klaxoon par exemple. Ça implique pas mal de réponses. À l'époque, les choses ont certainement changé, mais la première chose, c'est comme chez Microsoft, tout était indirect. La base déjà du chiffre d'affaires se calculait sur le chiffre d'affaires cédé aux partenaires. Donc il y avait pas de base, on était crédité du montant qu'on soit côté client, ou qu'on soit côté, évidemment partenaire. Je vais essayer de relire en même temps, hein, versus partenaire dans des boîtes comme Microsoft. Donc après oui, après selon les années, on va mettre peut-être de l'accent, comment dirais-je? On va un peu plus balancer quelle est la partie pour le PAM, quelle est la partie qui est liée au chiffre d'affaires indirect généré par le partenaire, mais aussi par l'équipe Microsoft. Après, on peut mettre des objectifs aussi qui sont des objectifs. Moi, j'aimais bien mettre dans la partie variable 50% sur du quantitatif et 50% sur du qualitatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour essayer de driver le change chez les partenaires, si à un moment donné, on a un objectif de monter en compétences de certification sur un semestre, eh ben, on va mettre des objectifs, alors, qualitatifs, quantitatifs, mais dans le qualitatif, c'est des objectifs d'atteinte de micro qui permet vraiment de driver le bon comportement, la bonne posture. Donc, on fait un mix des deux. Ça répond peut-être pas entièrement à la question. Et alors, justement, ça me fait penser à un gros sujet que l'on a eu chez Klaxoon. Parce qu'on peut se raconter plein de belles choses. On peut mettre en place plein de programmes. Tout le monde te dit, ouais, ouais, c'est top, etc. Ce que j'ai compris assez rapidement, c'est comme l'entreprise n'avait pas anticipé l'indirect à l'époque, mettre en place un canal indirect, ça signifiait pour les commerciaux, eh ben, de se retrouver avec une dégradation de leur chiffre d'affaires. Même si la remise n'était pas très importante, ils se rendaient compte que ça leur faisait perdre du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, bah, l'équipe, c'est bien beau votre truc, mais le partenariat, c'est sympa, on le fera l'année prochaine. Mais là, à court terme, j'ai mon chiffre d'affaires à faire. Et donc, si je passe en indirect, je vais perdre une partie du truc. Donc ça, c'est la réalité. Et donc, ce qu'on a fait, on a pris une décision avec le CSO de se dire pour permettre aux gens de travailler sereinement et de goûter aux partenaires, vraiment au côté vertueux de travailler à travers les partenaires, bah, pendant un an, on leur compose la différence de chiffre d'affaires. Et donc, c'était une vraie démarche volontariste, hein, pas évidente, mais très volontariste pour dire, bah, vous posez pas de questions. Que vous vendiez en direct ou en indirect, vous allez toucher le même chiffre. Donc, vous avez plutôt intérêt à travailler en indirect et d'avancer avec les partenaires. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais très clairement, c'est un point. Si l'entreprise, dès le début, a intégré les partenaires, c'est pas un souci. Si l'entreprise a, comme très souvent les scale-up, ont démarré par elles-mêmes, ont une force commerciale directe et commencent à faire une réorientation avec les partenaires, il faut anticiper ces problématiques de rémunération interne. Si la question était concernant les équipes commerciales internes. Après, il y a toute la partie rémunération des partenaires, les commissionnements, etc. On a une question du coup de Cyprien qui nous demande comment combiner les partenaires existants avec les marketplaces des hyperscalers AWS, Google, Microsoft, Salesforce. J'essaie de comprendre la question. Euh, J'essaie de bien la comprendre pour pas, pas dire de bêtises, mais euh, pour moi, c'est une complémentarité. C'est-à-dire que le point, c'est qu'il faut dessiner, c'est une recommandation, c'est de dessiner au départ son écosystème complet de partenaires.
On peut avoir des partenaires de transactions, des partenaires de services, de consulting, des partenariats technologiques, les marketplaces. Et les marketplaces aujourd'hui, elles sont absolument majeures. Elles sont pas critiques, mais elles sont quand même majeures pour l'accélération. Et je pense que derrière, il faut mettre en fait tout le rationnel derrière pour expliquer, pour que les équipes soient à l'aise avec les canaux entre guillemets de transactions ou de vente. Et ça doit être clair pour les équipes en interne, ça doit être clair dans les côtés partenaires. Il peut y avoir à la marge un peu de recouvrement, mais il faut vraiment mettre des limites bien définies pour pas se prendre les pieds dedans. J'essaie de reprendre la question hein, pour être sûr. Voilà, enfin pour moi c'est vraiment une complémentarité. Alors après il peut y avoir des effets de bord, hein. Effectivement, c'est la reconnaissance du revenu. Je suis le partenaire off record qui a finalement identifié le deal. Pour des raisons pratiques qui marchent bien, le client a décidé de passer par la marketplace. Il faut s'accorder quand même à avoir quelques exceptions pour faire du double booking, pour ponctuel, pour accepter que le partenaire off record qui dès le démarrage a été vraiment sur l'opportunité, on puisse l'indemniser d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas le reconnaître le revenu. Si c'était ça qu'il y avait comme question derrière. Attends, et du coup, peut-être en une ou deux phrases, tu peux expliquer du coup ce que c'est que du coup les marketplaces des hyperscalers? Peut-être pour ceux qui savent pas du coup ce que c'est. Ouais, ouais, ben les marketplaces des hyperscalers, en fait, ça permet aux éditeurs d'être disponibles sur la marketplace, c'est-à-dire que je prends un exemple. Très souvent, les clients commandent des crédits Azure, des crédits de consommation, puisque maintenant tout est cloudifié. Et donc, non seulement ils sont un peu incités à utiliser leur crédit sur une année, puisqu'ils ont signé un commitment, mais ça peut être aussi un crédit qui peut être utilisé à travers la consommation d'applications tierces. Donc typiquement, lorsque j'étais chez Klaxoon, dans le cadre du partenariat de la marketplace, un client n'était pas obligé de contractualiser directement avec Klaxoon, mais pouvait aller consommer ces centaines de licences à travers la marketplace Microsoft. Donc voilà un exemple pour répondre à ta question. Et donc l'idée, c'est vraiment de simplifier pour le client pour éviter d'avoir de multi-contrats, pour pouvoir avoir un niveau d'accès beaucoup plus rapide aux licences. Et aujourd'hui, ça représente quand même un levier. J'ai pas le pourcentage, mais ça commence à devenir un levier business extrêmement important. Ouais. Je crois qu'effectivement, l'usage des marketplaces, c'est assez colossal et c'est vraiment best practice dans les partenariats. Pour un peu accélérer, je vois qu'il reste 4 minutes, mais bon, je pense que pour ceux qui veulent, on continuera peut-être un peu plus et comme d'habitude. Euh, on a une question de Clément qui nous demande quelles étaient les meilleures mécaniques et practices d'incentive que tu as mis en place, Patrick, de chaque côté partenaire et interne. Donc ouais, côté partenaire et interne. Donc j'en ai cité une en interne. En interne, côté équipe qui gère les partenaires, évidemment reconnaissance quand même sur le chiffre d'affaires, mais pas que. Vraiment, ça dépend des moments de maturité, mais quand on est en train de construire le réseau, à mon avis, il est plus important d'avoir des objectifs qui concernent la certification, des business plans extrêmement bien réalisés. Donc, la partie qualitative elle est toujours un petit peu subjective, mais il faut essayer des objectifs SMART. Voilà, il y a quand même différentes façons de façon à être assez prédictible et que ça tourne pas à la note de gueule. Mais cette partie, je balancerai entre la partie quantitative et la partie qualitative, et évidemment en fonction des focus qu'on veut avoir sur l'année. Moi, je mettais ça de façon semestrielle parce que quand on fait l'effort, il faut le temps de démarrage. On a quand même une certaine inertie côté réseau, donc il faut que les choses se mettent en place. Ça peut être aussi des incentives à mettre en place avec les équipes de compte. C'est-à-dire que typiquement au démarrage, si vous avez des équipes de vente directe, il faut aussi les inciter, mettre les bonnes carottes pour qu'ils aient envie d'aller côté partenaire. Donc ça peut être X% de ton business qui doit être fait en indirect sur ce semestre ou sur l'année, et puis mettre des accélérateurs. Donc ça, il faut réfléchir à chaque fois sur ces petits leviers, mais comme les Américains disent, compensation drives behavior. Donc c'est vraiment, voilà, on sait, on est des commerciaux, donc ce que l'on va gagner, c'est quand même un moteur assez important. Euh, Côté partenaire, c'est pareil, je parlais de réfléchir à l'écosystème global et aux spécificités. Je pense sur la partie transactionnelle, on a toujours la remise partenaire. Après, on peut avoir des back rebates, on peut avoir des incentives qui peuvent être mis au trimestre, au semestre, des incentives qui sont pas uniquement financiers, c'est pas des incentives aussi
monter en compétence les équipes, certifier les équipes au niveau commercial ou au niveau technique. Euh, alors celle que j'ai pu mettre en place, voilà, c'est une variété. Hein, je me souviens d'avoir lancé en France au début des années 2000, je crois que ça s'appelait le Microsoft Club. C'était une forme on transformait les ventes en mileage et les partenaires avaient C'est la quoi les possibilité mileage? de trans. Attends, les mileage, c'est quoi? C'est Tu sais, le mileage comme les programmes membership, les membership rewards que tu peux avoir des transporteurs du avions, genre comme etc. des miles, etc. Ok, d'accord. Du coup, en fait, en fonction des actions, tu cumules des points, c'est ça? Cumul des points, on mettait des accélérateurs dessus. Bon, ça correspondait à l'époque, ça allait très très bien. Mais alors ça a pris du temps. Ça générait un montant qui pouvait être transformé, soit en remise arrière, soit c'était co-investi après en action marketing de lead gen, voire même s'ils l'utilisaient en lead gen, ça doublait les points. Donc on les incitait plus à recréer de la lead gen, du co-marketing ensemble, et ça fonctionnait très très bien. Et puis Du coup, côté, pour donner un exemple, du coup, c'est par exemple, quelle action donnait combien de points? j'ai plus les montants exacts, Hippolyte, mais si tu vois un chiffre d'affaires, alors tu faisais des ligues, et puis un chiffre d'affaires atteint à la fin du semestre, si ça déclenchait, ça permettait d'avoir 3, 4 ou 5 points ou mileage, mais l'équivalent de chiffre d'affaires, en disant bah ça génère 2000, 3000, 4000 euros que tu peux transformer. Soit tu cagnottes, tu mets ça en remise arrière pour améliorer ta profitabilité. Soit ça vaut une fois et demie ou deux en actions co-marketing que l'on va réinvestir dans le semestre qui vient. Et donc ça va être accès à l'organisation de journées portes ouvertes, mailing, emailing, etc., etc. C'était la façon effectivement de l'utiliser. C'est ouf ça, c'est-à-dire que en gros ça, les points ils pouvaient être transformés en direct, sauf que si c'était des trucs qui étaient sur des actions, comme tu dis, co-marketing, etc., il y avait un effet multiplicateur, c'est ça? Donc c'était Oui, 1 si c'était absolument. toi qui prenais, et c'était 1,5 ou plus si c'était des éléments qui allaient apporter du business à toi, enfin, et en ton entreprise, et surtout du coup du business du coup à Microsoft. Ok, super, super clair, très 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 cool. Je prends, il y a une question aussi de Morgane, qui demande, lors du lancement du channel partnership, n'a-t-on pas tendance à tout accepter du partenaire pour créer un écosystème, faire du test and learn et voir quel partenaire fit le mieux avec une société? À savoir, du coup, on a plus besoin de lui qu'il n'a besoin de nous. Quelle est votre vue sur le rapport de force entre partenaire et éditeur? C'est intéressant ça, comme question. Du coup, c'est que tu fais en entrant à la question de tout prendre ou justement sélectionner du Microsoft ou du Apple. Ah, c'est typiquement cette question-là, mais absolument. Euh, c'est une bonne question, Morgane. Difficile d'y répondre très rapidement comme ça. Je te dis pas que au démarrage, chez Klaxoon par exemple, euh, il y a des partenaires qui m'ont aidé, qui me connaissaient depuis longtemps et qui ont permis de pouvoir amorcer et de tester, commencer à tester aussi le modèle contractuel, etc. Et la réalité, c'est qu'ils se sont avérés par la suite peut-être moins pertinents. Mais ça permettait déjà de créer, de tester, et puis de montrer quand tu vas aller voir d'autres partenaires qui sont ceux que tu souhaites toi, mais dans lesquels tu es plus dans le travail de séduction, aussi de dire, bah voilà, il y a déjà tel et tel partenaire qui s'est positionné. En général, ça vient les gratouiller, les chatouiller. C'est tout le jeu que l'on doit mettre en place de travail de séduction. Donc c'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Après, je pense que on a plus besoin de lui qu'il n'a besoin de nous. Il faut attention de ne pas se retrouver en permanence dans un déséquilibre. C'est-à-dire que soit c'est pas le bon partenaire, parce qu'on va être en permanence derrière, on a besoin de lui, mais lui il se fiche de nous et on va être dans un déséquilibre de la relation. Soit ça veut dire qu'on n'a pas bien expliqué la proposition de valeur au partenaire. Si on a une vraie proposition de valeur, c'est-à-dire quelle est sa profitabilité, on n'en a pas parlé, mais calcul de la profitabilité pour le partenaire. Il fait du Klaxoon, du Mail in Black ou du Divalto. Qu'est-ce que ça va lui rapporter lui pour 1 euro de licence vendue ou influencée, ça va me générer combien? Mais c'est pas uniquement aussi financier. Certains partenaires à l'époque, Klaxoon disait, nous, ça va être un moyen de se différencier par rapport aux autres partenaires Microsoft. Ils sont tellement nombreux, on a du mal à se différencier. Nous, on va apporter une posture différente, apporter une valeur ajoutée différente. Donc voilà, la réponse n'est pas évidente,
mais vraiment, je pense qu'il est important dès le début. Un partenariat, il faut que ça soit 50-50. Qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement? Si le déséquilibre est trop important, c'est soit c'est pas le bon partenaire, soit c'est pas encore le bon moment. Au début, j'ai pas commencé chez Klaxoon avec les partenaires, avec les grands cabinets conseils. J'ai trouvé des cabinets conseils intermédiaires et puis ils ont commencé à entendre parler et à la fin, pour dire, je pense que je peux le dire maintenant et Antoine me dira si le partenariat existe toujours ou pas, mais à la fin, c'est un CGI qui tape à la porte de Klaxoon pour dire: «On a entendu parler de votre partenariat, on a vu vos équipes côté client, on veut entendre quelle opportunité on pourrait avoir, à avancer avec vous». Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand à la fin, ils ont dit, voilà, non seulement vos équipes, sur des projets, on a vu qu'ils étaient super pros, mais franchement, enfin, vous êtes une entreprise jeune, vous arrivez avec un programme de partenariat, avec une maturité, une discussion business plan que les grands pourraient vous envier. Donc ça fait très plaisir. Mais, mais voilà, et ça a permis, ça a permis de continuer la discussion. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais si le truc est bien verrouillé, la proposition de valeur, la compréhension, la profitabilité, il y a moyen de vraiment rééquilibrer les, la relation. Et écoute, c'est super, enfin super tout le coup quand ton retour. Je vois qu'il reste plus d'une vingtaine de personnes. Moi, je vais juste poser une dernière question. Euh, j'en profite. Quand on a préparé en plus c'était hier, la finalisation du coup, tu me parlais des modèles des cercles stratégiques, actifs et étendus. Je pense que c'est un peu dans la continuité de la question, c'est qu'au départ, c'est de focaliser du coup sur des partenaires en entrant, un peu du coup comme l'univers Apple. Et là, ensuite, du coup, quand t'es lancé, tu me parlais du coup de ces différents cercles. Est-ce que tu peux nous en parler? Et ça sera du coup la dernière question avant de laisser Ok. Tu as nos raison, auditeurs partir. c'est probablement dans le prolongement de la précédente. C'est vraiment trouver l'équilibre entre le volume, la sélectivité, donc le côté Microsoft, le côté Apple. Alors, en même temps, c'est un faux débat. Si t'as pas défini où tu mets ton effort, et d'où la raison de ces trois cercles. En général, c'est le premier cercle, c'est le cercle stratégique. 3 à 10 partenaires maximum. On a choisi, qu'on pressent et sur lesquels on va co-signer des billets plans. On va partager le pipeline, on va faire des QBR, on construit des offres conjointes. Donc ça va permettre vraiment de valider et puis de travailler sur un cercle très restreint sur lequel on doit concentrer aussi les premiers wins sur ce cercle-là pour valider qu'on est dans la bonne direction et crédibiliser vis-à-vis des équipes internes. Ça, Après, c'est un pour deuxième une cercle qui est... entreprise ou c'est pour une entreprise ou c'est pour un compte? Enfin, je veux dire, attends, une entreprise ou un IC? Une entreprise ou une personne? Les trois Alors, 10 partenaires, par pardon, exemple. c'est les partenaires, c'est les entreprises. Ouais, c'est les entreprises. Et à l'intérieur de ça, effectivement, tu as les personnes, mais c'est dans le cercle Non, non, stratégique, non, je c'est veux vraiment dire, les trois. pardon, pour préciser, c'est toi, tu es dans l'entreprise du coup Klaxoon. Là, on parle des cercles stratégiques pour un compte qui est toi, Patrick, ou pour Klaxoon. Pour l'entreprise, pour Klaxoon. Donc c'est Ok, ok. c'est absolument. Ça sera des partenaires stratégiques pour l'éditeur. Heu c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, commencer petit, bien identifié et vraiment par contre être super bon, dans l'exécution. Après, tu as un deuxième cercle, en général un cercle que j'appelle actif. C'est un cercle plus large de partenaires qui revendent, qui recommandent, qui relaient. L'engagement, il est tout de suite plus léger, le traitement est plus standardisé. De là peuvent émerger éventuellement et avoir quelques bonnes surprises, mais c'est pas là où je mettrais le plus d'énergie. Les relations sont juste cordiales, minimales, et cetera. Ça permet d'avancer de part et d'autre, tout le monde est content. Et puis, le troisième cercle, c'est le cercle très étendu, c'est l'écosystème large. Et donc penser avec, c'est l'écosystème des intégrateurs ou des intégrations produits technologiques, des communautés, des relations opportunistes. Mais l'effet Microsoft, c'est tu le mets sur le fonctionnement, sur les process, sur les données, sur les rituels, et puis l'effet Apple, tu le mets vraiment sur l'endroit où tu donnes ton temps et tu sais que ça va créer, un vrai levier et de l'impact. Donc, heu, lié, et si on regarde le monde de la scale-up, ce qui tue un programme, c'est pas le manque de volume ou le manque de sélectivité, c'est le fait de traiter tout le monde pareil. Donc, vraiment faire des choix et s'y tenir et puis surtout les valider. Ok. Ok, super intéressant, super intéressant. Écoute, je pense on va pouvoir laisser tout le monde. En tout cas, c'était cool. C'était le webinaire. On a eu le plus de personnes. On a eu pas mal de questions, beaucoup de messages de fin pour remercier. Merci Patrick Ouais, on se pour l'aide à la préparation. Moi, j'ai adoré préparer ce sujet avec toi. C'est vraiment trop cool.
adoré surtout là maintenant d'en discuter et pouvoir vraiment formaliser tout ce qu'on a préparé. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. On s'aperçoit, en tout cas, merci Hippolyte, mais on s'aperçoit qu'effectivement, on avait plein d'autres choses qu'on voulait partager, mais le temps tourne très vite et on sait bien, et on savait que Ça c'était avait prévenu. le challenge en 1 heure d'arriver à transposer autant de choses. Bon, en tout cas, on espère que ça aura permis à chacun de trouver quelques points de repère, d'inspiration. Et évidemment, avec Hippolyte, on se tient à votre disposition pour rentrer dans des points dans le détail qui auraient été abordés, mais pas suffisamment en profondeur. Donc, c'était un plaisir aussi, Hippolyte. C'est très cool. En tout cas, je vois qu'il y a comment accéder au replay. Maintenant, du coup, les replays, je les diffuse. Il sera disponible du coup, la semaine prochaine. La semaine prochaine, il sera disponible. Bah, alors, du coup, abonne-toi, Pierre-Louis, à la newsletter Partnership Way. Donc, tu vas recevoir un message. N'hésitez pas à mettre déjà 5 étoiles sur le webinar. Mettez-nous un petit commentaire si ça vous a fait kiffer, si vous avez des sujets que vous voulez partager. En vrai, je suis super prenant de vos retours. Abonnez-vous et vous recevrez du coup la semaine prochaine le replay, donc qui sera disponible sur YouTube et en podcast sur Substack, Spotify et Apple évidemment. Euh, et pour ceux qui veulent retrouver ceux qui veulent retrouver l'intégralité des meilleurs conseils, etc. Avec Thomas Lequin, on a créé un club qui s'appelle le Partnership Club. On a un peu moins d'une vingtaine de membres en bêta. Je communiquerai un peu plus de manière large. Pour l'instant, c'est un peu en sous-marin, mais on va ouvrir un prochain batch avec 20 ou 30 membres en Q1 2026, et les membres ont accès à une communauté exclusive avec que des experts, donc des seniors, head of, directors, chief partnership officer. On échange entre pairs, on se retrouve du coup sur une plateforme qui s'appelle Circle, on échange, on a des événements exclusifs pour se retrouver. Ils ont accès du coup à de la formation, des contenus et donc les récaps écrits des webinars avec toutes les meilleures pratiques, les meilleures stratégies, etc. Et on fait du coaching aussi. Deux formats, il y a des workshops où là on parle du coup avec des experts et on leur donne la parole aussi sur les retours. Donc, on se fait vraiment un tour de table et il y a des hot hours, donc c'est 30 minutes à se prendre par mois et on vient avec Thomas, vous accompagne. Bref, c'était le petit moment les plus. En tout cas, pour ceux qui restent ici, on se retrouve en janvier et je serai avec. Je crois que tu le connais, Patrick, Louis Scott de Martinville, qui est Oui. en tout cas, il m'a parlé de toi. Et on se retrouve. Il a été chez Microsoft, il est VP Global Partner chez Ecosystem, chez Content Square, et on abordera du coup le sujet de construire des partenariats disruptifs et complexes de Microsoft à Content Square. Ah super. Ouais, non, quelqu'un de vraiment très bien avec qui j'ai eu le plaisir à travailler il y a un bon moment, mais ouais, super, t'as une belle accroche là encore. Bravo, Hippolyte. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci Patrick, merci à tous d'avoir assisté à ce live. Je vous souhaite une excellente journée et puis voilà, à très bientôt dans Partnership Week. Ciao. À bientôt. Bonne journée.